Ben, J'aimerais vous demander une chose que j'avais notée, et ça concerne les médecins, là, parce qu'on a parlé quand même brièvement d'appartenance à un groupe. Et il se trouve que beaucoup de médecins m'ont appelé depuis le début de cette crise pour se plaindre et me faire part de leurs questionnements, de leur colère, sans oser prendre la parole publiquement par peur d'être chassés du groupe. Et j'aimerais juste que vous nous disiez quelle est votre vision de la prochaine révolution en ce qui concerne les postes de médecins. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de machines maintenant et d'évolution, de révolution, etc., avec toute cette intelligence artificielle, est-ce que les médecins, parce que bon, maintenant, il y en a beaucoup qui ont peur d'être chassés du groupe, mais est-ce que le métier de médecin, selon vous, va être toujours d'actualité dans les prochaines années? non, non. J'ai été en relation, je tairai son nom, avec un professeur de bioéthique à Lyon 3. On a beaucoup échangé et il me disait que finalement, les ordinateurs sont capables de remplacer les médecins. Donc on peut envisager, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on va se connecter sur Internet dans un futur relativement proche, si effectivement on va dans cette direction. Il y aura un logiciel qui vous dira vous avez tant de probabilité d'être malade. Donc maintenant, on a des robots qui sont capables de lire une ordonnance et de sélectionner le médicament que le patient voudrait avoir. Donc, plus besoin de pharmacie. Et puis, à la limite, vous cliquez et il y a un drone qui vient vous livrer. On vous dira que vous pourrez être en consultation 24 heures sur 24. Et voilà, le but, c'est peut-être de faire moins de mémoire, parce que le médecin est quelqu'un qui appuie beaucoup sur la mémoire et plus d'intuition et de clinique. La médecine est un art, il faut qu'elle retrouve son art, et pour qu'elle ait cette dimension artistique, il faut qu'il y ait des artistes. Donc autrefois, quand on passait à l'internat, il y avait une épreuve redoutable qui était l'épreuve clinique. Maintenant, ça se fait à coup de QCM. Et je trouve que les médecins devraient reprendre, parce que ce sont des gens intelligents, mais effectivement, avec une telle formation, au bout d'un moment, on finit par se transformer en robot. Donc, c'est effectivement, si un médecin est surtout sélectionné sur sa mémoire, un ordinateur est beaucoup plus performant, vous voyez. Et ça pose une autre question, c'est-à-dire que on voit bien que le plan, c'est de faire en sorte que les technologies, donc l'infosphère, aillent de plus en plus vite, de façon à ce qu'on soit en infériorité vis-à-vis de cette infosphère, et la tentation est grande de doper les gens. On est dans un système qui va de plus en plus vite, quoi. Et quand on arrivera aux ordinateurs quantiques, la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, et la vitesse de la lumière dans un ordinateur quantique, ça sera 300 000 km à la seconde. Il y aura un rapport 3 millions. Donc toute la problématique qui va se poser à l'humanité, est-ce qu'elle va être en mesure d'accepter que la machine, au sens symbolique du terme, la dépasse, ou elle voudra être rehaussée au niveau de la machine au risque de perdre son autonomie humaine et sa souveraineté humaine et de devenir une sorte de cyborg. Et le problème, il est là, quoi. Donc il y a des tas de professions, si vous lisez le rapport du World Forum économique Klaus Schwab, on vous dit que d'ici 30 ans, 85% des professions vont disparaître. Hein. Conseillers financiers dans les banques, médecins, pharmaciens, hôtesses d'accueil, professeurs d'université. On peut très bien envisager que l'élève choisisse le professeur qui lui fera cours. Ça sera un robot. Est-ce que vous voulez un homme, une femme, jeune est-ce que vous voulez les cheveux frisés, enfin une option, quoi. Et on vous dira que c'est beaucoup plus agréable pour l'étudiant et ça participe à sa capacité de mieux apprendre. Alors, il y a quand même quelque chose qui me fait froid dans le dos, Philippe. C'est quand vous mentionnez Laurent Alexandre, qui, effectivement, nous dit que dans quelques années, dans un entretien d'embauche, on va vous poser une question. Laquelle ? Oui. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée par rapport à la machine, au robot ou à l'ordinateur? Et si la réponse est non, vous ne serez pas embauché. Et vous comprenez, c'est logique que si effectivement 85% des métiers vont disparaître, il faudra bien, comme à Rome, donner un minimum. Et le minimum, c'est le revenu universel. Et le revenu universel, dans un monde où il n'y aura plus de travail, c'est une forme d'esclavagisme. Mais en inverse, c'est-à-dire qu'on l'oublie, quand on paye des impôts, finalement, c'est comme si on avait engagé un gouvernement. Mais là, c'est vous qui serez employé du gouvernement. Donc, avoir la subsistance, il y aura forcément des contraintes. On dit souvent que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc, les contraintes, ça peut être la vaccination obligatoire, etc. Donc, c'est des potentialités. On va faire une émission sur cette notion de potentialité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il faut avoir conscience de la logique, vous voyez. À partir du moment où vous voyez une logique se mettre en place, c'est sûr que la machine est en compétition avec l'homme.
À partir du moment où on a introduit des objets jetables, vous voyez quel est le problème qui se pose, y aura-t-il des hommes jetables? C'est-à-dire des hommes qui auront une durée de vie limitée. Ça pose tout un tas de problèmes. Alors évidemment, Laurent Alexandre, c'est assez effrayant. Il voit des dieux, lui. Voilà. Et je n'ai pas trouvé très très pertinent son discours. Il parle d'un homme qui vivrait plus de 2 siècles, qui est déjà là, on l'attend. Vous avez Kevin Warwick qui s'est fait installer une puce dans son cerveau. Il est tout content parce qu'il peut ouvrir son garage ou son ordinateur. J'ai envie de dire chouette. Ok. Il nous annonce qu'on aura accès à la télépathie depuis 15 ans. Il n'y a pas eu accès à la télépathie. Et je voudrais dire que finalement, il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir une compétition avec l'ordinateur. Et effectivement, si on va jusque dans la logique, ben un ordinateur, ça s'utilise. Quand il est obsolète, ben on le supprime. Et donc, on n'aura plus du tout la notion d'humaine nature. Ça pose aussi une question sur l'accès aux pièces. Hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique, Philippe. Si on a une puce pour s'upgrader, on va dire, hein, pour se donner un upload, un plugging incorporé, ça veut dire qu'on dépend du fournisseur de la pièce. Si elle est défectueuse, il faut quand même la changer. Effectivement, on est plus souverain de son propre corps au final. Ben, c'est le but, hein. On propose dans le World Forum économique de pouvoir changer les organes, mais moyennant votre code génétique, et donc votre corps vous appartiendra plus. Et puis, il y a une dépendance au secteur privé, comme il y aura une augmentation de la fracture sociale. Si vous avez des gens qui peuvent vivre plus longtemps que la moyenne, qui ont une intelligence découpée, une force découpée, on retrouve la mythologie. Il y aura les dieux, les demi-dieux et les mortels. Alors, vous voyez bien, c'est un peu logique. On voit bien que ni Facebook, ni tous les géants du net, le GAFAM, sont connus pour leur humanisme. Je vois pas pourquoi subitement ça changerait. Donc, ça va être une histoire de commerce. Et puis, si la pièce, on a décidé de plus la produire, vous pourrez pas changer votre organe. Donc, c'est tout un questionnement. On joue sur la peur numéro 1 des gens, qui est la peur de la mort. Et donc, on leur propose l'immortalité. On revient sur les mythes qu'on trouve depuis l'épopée de Gilgamesh, le premier roman sumérien, où Gilgamesh essaye de trouver le secret de l'immortalité, et on tourne autour de ça. D'ailleurs, la pandémie joue sur ça, la peur de mourir et la peur fondamentale, princeps, comme on dit, de l'homme, qui est sa propre mort. Et c'est vrai que dans les médias, depuis le mois de mars, en tout cas en Europe, on a été inondé d'images qui nous ont fait peur. On a vu des Chinois tomber dans la rue comme des mouches à Wuhan. On a vu des mises en scène très difficiles émotionnellement à tenir. Hein. Ça a fait aussi appel à notre culpabilité. On y reviendra parce que ça fait partie des prochains points. En tout cas, aujourd'hui, on a pu parler du divertissement. Vous nous avez parlé du pain et des jeux. Donc, on remplace en 2020 le pain par un revenu universel potentiel. À voir, ça fait partie des choses à envisager. Merci Philippe. La prochaine fois, on se verra pour parler, entre autres, de la notion de créer un problème pour mieux le résoudre. Oui. Ça, c'est très intéressant, les amis. Je pense que vous allez pouvoir digérer tranquillement tout ce que vous a expliqué Philippe. C'est passionnant, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Emma. Merci pour la qualité de l'échange. Donc, on se retrouvera, les amis, la semaine prochaine pour la suite des aventures. Merci infiniment, Philippe, pour vos explications très faciles à comprendre. J'espère. Je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et à bientôt. À bientôt, les amis, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile ou faire plaisir à quelqu'un en ces périodes de pré-Noël. Ça fait partie des cadeaux à faire. Comment connaître son mode d'emploi et ne plus se faire manipuler. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. À très bientôt. À très bientôt.